partir de la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, la folie, qui était une expérience relativement peu importante tout au long de l'époque chrétienne, brusquement prend une importance tout à fait considérable et inattendue. Il m'a semblé en quelque sorte que l'expérience de la mort, qui, dans les dernières années du gothique, avait été si importante, disparaît pour être remplacée par une expérience de la folie du monde, de la déraison des hommes et des choses, et à la menace de la mort qui pèse sur les individus se substitue la menace d'une sorte de grand délire qui risquerait de menacer le monde. Et il me semble que toute la Renaissance a été plus ou moins dominée, ou en tout cas comme menacée, par ce grand mythe, ce grand thème de la folie et de la déraison qui menace les hommes et les choses. De cette menace, on a évidemment toute une série de témoignages, soit des témoignages qui sont picturaux, c'est la Nef des Fous que l'on retrouve si souvent dans la peinture de la Renaissance. Ce sont des témoignages littéraires aussi. Il y a des poèmes, le poème de Brandt par exemple, qui a été consacré également à la Nef des Fous, à Stultifera Navis. Et puis il y a aussi des textes philosophiques qui représentent comme la défense contre cette peur de la folie. Le texte d'Érasme, l'éloge de la folie, n'est pas tellement un éloge véritablement de la folie. Il s'agit simplement, au fond, je crois, pour Érasme, de montrer que la folie, ce n'est pas quelque chose de si important et qui menace le monde jusque dans ses fondements. Il s'agit simplement pour lui de montrer que la folie, ce n'est pas autre chose que le cortège. Et comme la danse un petit peu fantaisiste et pas tellement sérieuse des défauts et des folies mineures des hommes. Au XVIe siècle, vous aviez, si vous voulez, des châtiments qui étaient spécifiés. Vous aviez des formes de châtiment pour des gens que l'on considérait comme hérétiques et que nous aurions peut-être considéré, que nous considérerions maintenant comme des malades mentaux. Enfin, peu importe. Ils avaient une forme de châtiment pour eux. Il y avait les gens qui étaient atteints de maladies vénériennes et qui, au début, ont été soignés, puis, par une évolution en quelque sorte rétrograde, ont été châtiés à partir de 1550-1560. Les textes sont assez clairs. Et puis, il y a eu, les fous. Les fous étaient, jusqu'à la fin du XVIe siècle, traités de deux façons. Ou bien, disons de trois façons. Ou bien ils étaient traités dans les hôpitaux et soignés comme tels avec les médicaments et les thérapeutiques de l'époque, c'est-à-dire saignés, etc. Ou bien ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés en général dans des sortes de citadelles, dans des tours, les forteresses qui entouraient les villes. Et ils étaient là, on les montrait, c'était des sortes à la fois d'emblèmes de terreur et de répulsion. Et puis, troisième possibilité, bien sûr, ils circulaient à l'état libre. Et on trouve dans la littérature du XVIe siècle et encore dans la littérature baroque du début du XVIIe siècle beaucoup d'allusions à ces personnages de fous qui distrayaient le public. Il y en avait même qui étaient célèbres, il y en avait qui écrivaient des livres. Au début du XVIIe siècle, quelqu'un qui signait le comte de Permission et qui était un fou célèbre, protégé par les plus grandes familles françaises, vivant à leur crochet, a publié des œuvres qui sont des œuvres de délire, n'est-ce pas ? Je crois justement que l'expérience tragique de la folie est tout à fait caractéristique du théâtre du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Enfin, la folie chez Shakespeare est quelque chose de tout à fait capital. L'intéressant, c'est justement qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, en somme avec Andromaque, on a la dernière tragédie classique qui parle encore de la folie. Et à partir de 1650, on peut dire, je crois, que la folie et la raison sont séparées dans les choses, sont séparées dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer comme sur un objet scientifique, et la psychiatrie devient possible. À partir de 1656-57, s'est créé à Paris ce qu'on a appelé l'hôpital général, qui était une sorte de maison, de grande maison de réclusion, d'internement, de renfermement, où
on trouvait mêlés des chômeurs, des mendiants, des agités de toutes sortes, des fils de famille débauchés, des pères qui mangeaient le capital et puis qui s'en allaient, des libertins, des homosexuels, des protestants. Et tout ce monde qui était, pour des raisons diverses, refusé et exclu par la société, tout ce monde comprenait également des gens qui étaient fous. Et on trouve sur les registres d'internement de Bicêtre et de la Salpêtrière, qui étaient les deux principales maisons de l'hôpital général, on trouve sur ces registres, qui sont encore actuellement à la bibliothèque de l'Arsenal, aux archives de la Bastille, des mentions comme celle-ci. Un tel, tête perdue. Tête perdue, qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, quand on a quelques recoupements, on peut s'apercevoir que c'était ou bien quelqu'un qui était effectivement un fou et qui avait pu être soigné comme tel dans sa famille, par exemple, ou bien il était tête perdue parce qu'il était débauché, ou il était tête perdue parce qu'il écrivait des romans érotiques, ou il était tête perdue, eh bien, parce qu'il était protestant et qu'il refusait de renier sa religion. Oui. C'est-à-dire que certains malades, pour des raisons qui sont assez difficilement définissables, continuent à être traités comme malades, et puis alors tous les autres sont pris à l'intérieur d'une sorte de grand mouvement de ségrégation qui les abolit comme malades et ne les définit que comme exclus. Et il me semble que c'est à la fin du XVIIIe siècle, pratiquement à l'époque de la Révolution, qu'on a posé ce grand principe que quelqu'un qui devait être mis en prison ne devait pas être mis à l'hôpital, et inversement, quelqu'un qui était mis dans un hôpital ne devait pas être traité comme un prisonnier. Et il me semble que le partage s'est fait dans un contexte politique et historique très précis, lorsque la grande politique confuse de l'internement a été remise en question à partir de 1789 pour des raisons politiques évidentes. La prise de la Bastille n'est en somme que l'un des épisodes dans cette grande mise en question de la politique d'internement qui avait été la politique policière de tout l'Ancien Régime. Autrement dit, l'internement a cessé de valoir pour les prisonniers politiques et pour tout un tas de délinquants mineurs, et la politique de l'internement a été appliquée aux seuls fous à partir de 1792-1793. Et il me semble que toute la pesanteur morale, tout cet héritage un peu trouble de l'internement, c'est sur les fous qu'il a été reporté. Et c'est cette opération-là, me semble-t-il, qu'a faite Pinel. Et je ne veux pas critiquer Pinel, je fais simplement une analyse à la fois historique et structurale de ce qui s'est passé. Il n'y a aucune polémique dans mon esprit. Ce qu'on a appelé la folie morale à partir de Pritchard et ce qu'on appelait avant la folie sans délire, ou la manie sans délire, ou encore la monomanie. C'était un phénomène tout à fait curieux. Il s'agissait de savoir si un individu, commettant un acte que les autres jugent aberrant, mais qui commet cet acte sans avoir manifesté d'autres signes de folie et sans justifier cet acte aberrant par des idées folles. Est-ce que cet individu et cet acte peuvent être considérés comme un individu fou et un acte fou? Ainsi, il y a eu les premiers grands procès criminels et médico-légaux de cette époque qui se sont situés vers 1820-1830. Le cas, par exemple, de quelqu'un d'une femme qui s'appelait Cordier, Marguerite Cordier, je crois. Enfin, peu importe. Son père lui refuse l'autorisation de se marier avec l'homme qu'elle aime. Elle tue son père. À un sens, c'est encore normal. Elle le fait brûler dans sa cheminée. Une fois qu'il est rôti, elle enlève le cœur et le mange. Alors, elle passe devant les tribunaux. Et les médecins disent, voilà un acte qui est fou, car enfin, il n'est tout de même pas normal de manger le cœur de son père sous prétexte qu'il vous refuse l'autorisation de vous marier avec la personne que vous aimez. Ce à quoi les avocats et les juges ont répondu, en quoi est-ce que cet acte peut être considéré comme un acte anormal? Car cette fille n'a jamais donné aucun signe de maladie. Et elle est passée tout naturellement d'une attitude de colère à un crime, et on ne peut pas assigner le moment à partir duquel la passion est devenue folie. Par conséquent, elle était entièrement responsable, et son acte est un acte responsable, il faut donc la condamner. Là était le nœud du problème, et je crois que nous n'en sommes pas sortis. Le problème, je peux se résumer, je crois, en disant simplement ceci. Quand un acte est vraiment sans raison, ou hors de raison, est-ce que c'est un acte déraisonnable, donc fou?